Bienvenue à toutes et tous, merci d'être là. Et puis évidemment, merci à nos invités d'être là un 17 décembre. C'est un bel exploit pour tout le monde, donc on apprécie l'effort. Et merci aussi à la DAGP qui nous accueille dans ses locaux et dans ce bel auditorium. Donc, nous allons commencer par présenter, bien sûr, nos invités. Deux d'entre vous les connaissez. Pour ceux qui sont venus l'année dernière, à même époque, on avait accueilli Éléonore Chaline et Paul-Louis Roubert. Et vous vous souvenez peut-être d'une présentation de cette nouvelle plateforme qu'ils développent au sein de la Société française de photographie qui s'appelle Iconos et dont on va reparler. Donc, Éléonore, vous êtes maître de conférence en histoire de la photographie à l'école d'histoire de l'art et d'archéologie de la Sorbonne Paris 1 et rédactrice en chef de la revue Photographica et trésorière de la SFP. Exact. Voilà. Ça va. Là, j'ai 25% correct. Paul-Louis Roubert, membre de la Société française de photographie, vous en assumez la présidence depuis décembre 2010. Vous avez collaboré au bulletin de la SFP et étiez membre du comité de rédaction de la revue Études photographiques depuis sa création en 1996, laquelle a ensuite été suivie de Photographica à partir de 2020. Vous êtes chargé de cours dans de nombreuses universités françaises. Vous êtes maître de conférences à l'université Paris 8 et chercheur invité à la Bibliothèque nationale de France. J'ai aussi vu qu'en 2006, vous aviez obtenu la bourse Louis Roederer pour la photographie. La première. Ah, voilà. Félicitations. Alors, à ma gauche, Eliane de Larmina, depuis septembre 21, maîtresse de conférences en études visuelles, images fixes. Voilà. En études anglophones. Alors après, il y a des sigles auxquels je ne connais rien. L'ARCA, UMR et... Ah bon, très bien. Donc, échelle. Eh bien, c'est plus simple. Université Paris-Cité. Vous avez fait un doctorat en études anglophones, la forme des politiques urbaines, photographie et logement social à Chicago, de 1937 à 2000. Et c'est paru en 2019, je ne sais pas, aux presses universitaires de... Non, soutenu en 2019 à l'Université de Paris. Et votre voisin, Daniel Folliard, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, vous enseignez l'histoire britannique, 19e, 21e siècle, histoire de la photographie, histoire du droit. Alors ça a changé depuis un peu de temps. Ça c'est Google et l'intelligence artificielle qui créent les biographies. Je suis professeur à l'Université Paris-Cité. Paris. Dans le même labo que... D'accord. Échelle. Tout à fait. Bon. Eh ben, ça va sur 100%. Je ne suis pas trop... Bon, ça va. Je ne vous ai pas trop écorché au passage. Alors, avant d'entrer dans le vif du flash, je voudrais d'abord prendre des nouvelles de la SFP, notre respectueuse aînée, si active, auprès de son président. Donc, comme je disais, nous recevions ici l'an dernier avec Éléonore, et pour parler notamment d'Iconos. Et ma première question est pour vous, Paul-Louis. Que s'est-il passé depuis un an à la SFP ? Ça marche, oui. C'est un contrôle, hein. En fait, on va vérifier d'année en année si ça... Chaque année, très bien. On fait la même chose pour le ministère régulièrement. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. On a en juillet dernier eu une donation très importante sur un fonds de photographie qui nous a été donné suite à la cessation d'activité d'une collectionneuse, chercheuse, artiste aujourd'hui, qui s'appelle Emmanuelle Fructus, qui a constitué un fonds photographique qu'elle a géré pendant plus de 20 ans, qui s'appelait Un livre, une image. Emmanuelle Fructus, elle a beaucoup navigué sur les marchés, chez les marchands, dans les marchés aux puces, etc. Et elle a constitué une collection de photographies qu'on a comptées à la main, pendant une journée entière, en ouvrant toutes les boîtes, 47 000 images. C'est en effet très impressionnant. Voilà, c'est très impressionnant. Que de photographies
amateur, /ordinaire, /vernaculaire, /anonyme. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un fonds qui s'étale depuis la fin du 19e siècle, donc à partir de l'apparition de la photographie amateur, jusque dans les années 70-80. Et donc on a une sorte de carottage comme ça, des pratiques amateurs, vernaculaires, anonymes, qui complètent de manière extraordinaire le fonds de la SFP, puisque bon nombre des actifs au début de la SFP, comme Hippolyte Bayard et d'autres, étaient des photographes amateurs, c'était pas des professionnels, voilà, c'était pas les mêmes, mais bon, voilà, il y a cette idée que la SFP peut se faire le réceptacle d'une expérience et d'une histoire de la photographie, on pourrait dire d'une histoire anthropologique de la photographie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait avec la photo, qu'est-ce qu'on a photographié, qui les a faites, etc. Et donc ça, c'était absolument génial parce que voilà, ça complétait et puis ça a institutionnalisé cette question-là dont les chercheurs, les chercheuses, notamment de la nouvelle génération, s'emparent. Donc pour nous, ça veut dire que la collection est encore vivante. Oui, c'est ça. Voilà, qu'elle n'est pas... Du coup, vous l'estimez à combien en nombre 47 000. Mais oui, ça c'est pour celle-ci. Mais du coup, on a doublé presque. Voilà, on est à près. Ça vous a fait doubler le fond. Oui, de phototypes, c'est-à-dire de tirage en fait. D'accord. Il faut rajouter plus de 50 000 plaques de verre. D'accord. Donc là, on est à 150 000. Enfin, on ne sait jamais vraiment. Hein, oui, voilà, c'est l'avantage. On est dans ces ordres de grandeur, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, mais nous, enfin voilà, ça c'était quand même, c'est une grosse opération en effet, qui a été permise grâce à une donatrice qui s'appelle Hélène Mignaval, qui a acheté le fonds et qui l'a donné à la SFP. Donc, ça a permis de rémunérer Emmanuelle pour qu'elle puisse continuer son activité, puisqu'en fait, c'est très compulsif, elle ne peut pas s'arrêter, et donc elle devait s'arrêter, mais elle continue. Elle n'y arrive pas. On a des informations sur le fait qu'elle est encore sur les marchés. Donc, d'accord. Donc voilà, donc ça c'était un peu la dernière grosse. Oui. Et c'est vrai qu'on rentre pas des fonds tous les jours, et donc pour nous c'est une grosse étape. Et ça, voilà, on a des projets aussi avec ce fonds pour le publiciser en tout cas. Oui, c'est ça, peut-être exposé, peut-être publié. Voilà. Même si la question de la photographie anonyme, voilà, je sais pas, vous l'avez sans doute vu pour ceux qui sont allés à Arles cet été, est un sujet d'exposition et de réflexion. Donc voilà. Mais ça s'inscrit dans ce mouvement en tout cas. Voilà. Si je peux vous donner des nouvelles de la de la SFP, eh bien 2 numéros de Photographica dont on va parler. Voilà. Et puis on a continué à mettre à jour, je ne sais pas si j'enchaîne sur Iconos. Oui, bien sûr. Oui, on peut, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment je passe d'un échappe. Ça doit être sur le navigateur. Oui, voilà. Donc Iconos, on le rappelle, cette plateforme sur laquelle vous pouvez tous aller consulter des fonds qui sont regroupés de manière à donner une visibilité à toutes ces collections. Voilà. Donc l'idée à la base, c'était effectivement de permettre de créer un outil qu'on a produit avec l'aide du ministère de la Culture, qui nous a donné mandat pour trouver un système qui permette de faire en sorte que des fonds photographiques conservés dans des institutions au statut parfois très différents, c'est-à-dire des musées, des bibliothèques, des fonds d'archives, puissent mettre en commun leurs inventaires, donc essentiellement sur une base nominative, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est de partir des auteurs, des autrices. Ça pose un problème sur des grands ensembles anonymes, mais globalement, c'est de faire en sorte de pouvoir naviguer dans ces collections et de pouvoir les interroger de manière croisée et de pouvoir faire remonter les informations. Donc voilà, je prends toujours cet exemple, je cherche des photographies de Nadar, intuitivement je sais que je vais aller au musée d'Orsay, mais finalement, est-ce que aux archives
peut-être pas aux archives, mais dans une collection donnée, est-ce qu'il n'y a pas des fonds photographiques de Nadar, et puis, ou de la même manière, j'ai un nom d'auteur ou un nom d'autrice, je ne sais pas très bien où il y a d'autres fonds, et je peux, comme ça, de manière croisée, interroger le moteur. Donc c'est un aiguilleur de recherche. Nous, on est juste là pour renvoyer. Il y a un problème de clic, oui. Oui, c'est pas une plateforme de recherche d'images par image. Non. À notre époque, c'est assez curieux, mais c'est une plateforme plus scientifique que ça. C'est qu'il s'agit de croiser les informations, les fonds, voilà. Et donc elle est textuelle. Elle est uniquement textuelle, donc ça fonctionne sur les noms d'auteurs, les noms d'autrices, mais aussi les descriptions d'images, les descriptions de fonds. C'est important pour nous, et c'était une garantie de faire en sorte qu'un maximum de partenaires viennent jouer avec nous, parce que si on met au centre de la question de l'image et de la diffusion, etc., on ne s'en sortait pas. Il y a eu des précédents. Des précédents malheureux. Voilà. Des tentatives avaient été faites, illustrées, et en fait coincées pour des histoires de droit. Voilà. Donc, alors il peut y avoir des images, mais ça c'est à la discrétion des partenaires avec lesquels on signe des conventions, et ça fonctionne pour parler un peu technique, ça fonctionne sur un système de triple IF, c'est-à-dire les images sur Internet, quand elles sont sur Gallica par exemple, elles ont une adresse triple IF qui est théoriquement une adresse pérenne à vie, voilà. Et donc quand ce lien pérenne existe, les collections ont la possibilité de faire apparaître et de mentionner ce lien. D'accord. Ce qui fait que des documents, mais aussi des photos peuvent apparaître dans les fiches pièce à pièce que le système permet. C'est-à-dire le système permet de décrire un fonds soit dans son ensemble en disant voilà, j'ai 460 photographies de Nadar, ou de circuler pièce à pièce, c'est-à-dire de décrire chacune des pièces. Donc ça, c'est un peu laissé à la discrétion des collections avec lesquelles on travaille. Et donc notre principal travail depuis donc le lancement de la plateforme en décembre 2023, donc on a fêté les 2 ans. Donc ça a été, donc on a refait un peu, on a fait des améliorations. On n'arrête pas, on est tout le temps dans le moteur. Donc on a agrandi cette carte. Puisque c'est une carte qui est chère au cœur d'Éléonore, ça. Voilà. Mais c'est vrai, c'était un peu, c'était comme ça qu'on en parlait, c'était de faire une cartographie des fonds qui ne se réduit pas à la métropole. C'est un vrai travail. Mais aussi, qui va chercher dans les DOM et dans les TOM, enfin ce qu'on ne dit plus aujourd'hui, mais les collections aussi qui sont dans les territoires. Donc c'est très important pour nous parce que c'est aussi rendre compte de cette multiplicité des fonds. L'autre chose qu'on a fait, donc sur le site il y a une page ressources. Là aussi c'était de faire en sorte qu'il y ait des ressources qui soient qu'on a fait nous, donc on était à peu près sûr de ce qui était inscrit dedans. Donc on a fait une chronologie de l'histoire de la photographie la plus complète possible, séparée en production, atelier, photographe, technique, appareil, procédé, appareil, et institution, revue et publication. Donc on a refait cette chronologie qui était un peu complexe et à laquelle on ne comprenait pas grand-chose. Donc on l'a classée par tranche d'années, 1802, 1838, 1839, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et puis en cliquant en bas de page, on peut discriminer en ne laissant que les données, par exemple, production, atelier et photographe, et avoir comme ça une chronologie, soit de la technique, soit des inventions, soit des techniques, soit des institutions. Et puis, on a fait en sorte aussi qu'on puisse télécharger en haut à droite la chronologie. Vous pouvez la télécharger sur votre ordinateur pour
pour pouvoir l'imprimer. Voilà. Oui, ça fait un outil de travail. Ça fait un outil de travail normé et puis voilà, vérifié, et puis qu'on peut modifier aussi au oui, fur et à mesure. Oui, que vous pouvez éventuellement enrichir au fur et à mesure des recherches et des... D'accord. Donc il y a toujours la bibliographie, donc ça... bon, là aussi, c'est une bibliographie thématisée, si vous cherchez, voilà, soit sur une période, soit sur une problématique donnée comme l'histoire des femmes photographes, voilà. Donc on essaye aussi de mettre à jour régulièrement. Et puis la dernière amélioration, c'est qu'on a fait un répertoire des travaux universitaires qui ont été soutenus dans différentes universités, etc. D'accord. Et donc on a inclus un moteur de recherche, parce que parfois c'est un peu compliqué de naviguer à l'intérieur de cette forêt de... Il n'y a pas de mémoire sur Nadar. Il n'y a pas de quoi ? Il n'y a pas de mémoire sur Nadar. Ah, il serait temps, hein, ah voilà. Voilà, si jamais... Et toi, il y a tes mémoires ? Enfin voilà, non. Vous l'avez compris, c'est quand même un outil assez fondamental pour tous les gens d'image que nous sommes, et chacun pour des raisons différentes. Hein, en fait, ça touche un peu à toutes les entrées de passion qu'on peut avoir pour la photographie. Voilà. Et bon, donc on met à jour les pages, etc. Et puis le plus gros travail, c'est aller chercher avec les dents les collections, c'est-à-dire les persuader de venir participer et de donner, ou en tout cas de fournir leurs inventaires. Donc je fais juste un petit update par rapport à l'an dernier. Depuis l'an dernier, on a rentré les collections du Petit Palais, du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale d'Épernay. Beaucoup d'archives départementales, les archives départementales de la Manche, les archives départementales détiennent énormément de photographies, non seulement patrimoniales, mais aussi, voilà. Donc c'était les premières à nous rejoindre presque. La Société de géographie, la photothèque Augustin Boutique, le musée du Quai Branly, la médiathèque Valérie Larbaud, il y a les archives de l'INA, donc voilà, elle est répertoriée, et un jour, ils sont en train de travailler pour nous verser leurs inventaires, les archives d'Aix-les-Bains, la Fondation Napoléon, la Fondation Calvé, les archives d'Aix-les-Bains et du Grand Lac, et on travaille en ce moment avec le musée français de la photographie, qui va nous verser ses inventaires, le musée Adrien Mantienne, donc, qui détient des collections sur Daguerre, et puis la Maison européenne de la photographie, voilà, avec qui on va peut-être travailler encore plus, et puis le musée de l'armée. Donc voilà, on continue, et puis belle année quand même. Voilà, absolument. Tout ça est une belle progression, et on s'est dit que voilà, on aurait notre petit rendez-vous annuel pour justement faire le point sur les avancées, cet outil, le faire connaître, et de plus en plus. Il y a un petit souci ? Éléonore, merci Paul-Louis. Des petites nouvelles à compléter, ou on se lance dans le numéro ? Peut-être on pourra rediscuter de ça. Mais... De ça, s'il y a des questions, et puis rebondir, comme on disait, sur ce qui fait le cœur de notre invitation, puisque vous l'avez à l'écran, là, en couverture, on voit une photographie. Je ne sais pas si on prononce Frances Benjamin, c'est ça, Benjamin Johnson, c'est ça, d'une photo de 1899. Non, c'est pas celle-là. Non, ça c'est l'Albert Londres. Ouais. Albert Londres, d'accord. Et elle est à l'intérieur. C'est la première du numéro. C'est celle sur laquelle s'ouvre le numéro. Qu'on verra, je sais pas, peut-être tout à l'heure, voilà. Alors en préambule, je relis votre intention qu'on avait annoncée sur l'invitation, parce que ça m'a amusé. Histoire peu racontée, souvent vue comme très technique, l'histoire du flash avait besoin d'un bol d'air frais. Voilà. Donc en décembre, ça tombe bien. Et donc dans ce numéro, il s'agit de problématiser une exploration historique et conceptuelle du flash, une exploration approfondie de ce que les éclairs artificiels font à la photographie. Vous allez me dire si j'ai bien... C'est vrai. Hein. Non seulement comme technique, mais aussi comme dispositif social, culturel et visuel. Donc c'est votre projet,
Eliane Delarmina et Daniel Folliard. Vous avez dirigé ce numéro en rassemblant également les contributions d'une dizaine de chercheurs. Je pense que vous allez en parler au cours de cette soirée. Mais vous êtes aussi les commissaires d'une exposition au titre bien sympathique de Flash, petite histoire de la photographie allumée, et qui se tient au musée suisse à Vevey de l'appareil photographique jusqu'au 22 février 2026. Donc, il y a quelques petits mots de la présentation de cette exposition que j'avais envie de citer, puisque vous dites que cette exposition interroge les fonctions du flash dans la représentation et ses enjeux dans notre perception du monde, qu'elle retrace son rôle majeur des premiers essais de Nadar dans les catacombes, aux scènes nocturnes de Ouija, jusqu'aux photographies ironiques de Martin Parr, dont ça nous permet de saluer la mémoire, puisqu'il est parti il y a peu de temps. J'y ajouterai, moi, Luc Choquer, qui est un des lauréats du prix Niepce, qui a eu le prix Niepce de Jean d'Image en 1992 et qui a été un féru de l'utilisation du flash à son époque. Et puis, vous dites tantôt outil scientifique, technique ou artistique, tantôt complice des paparazzis et du spectaculaire, le flash accompagne toute l'histoire de la photographie. Et il continue d'interroger notre regard. Donc, cette exposition nous attend tous à Vevey. Hein. Mais je pense qu'entre le travail de cette revue, l'exposition, il doit y avoir une origine, un brainstorming, quelque chose qui vous a amené à travailler sur ce sujet. Pourquoi ça et maintenant, bien que j'ai lu dans la revue qu'il y avait des travaux qui avaient déjà été réalisés par Chris Owers à la fin des années 80 et par Kate Flint il y a environ une dizaine d'années. Alors voilà, votre genèse à vous pour parler de ce sujet et faire travailler aussi les autres, c'est quoi vous avez votre micro, mais vous avez l'impression que... Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Vous mettez bien près de votre... Oui. Et du coup, je vais récupérer. Donc effectivement... voilà, vous voyez tout de suite là. Voilà. Donc on a rassemblé ici les affiches des divers événements. Et en fait, avant le numéro et avant l'expo, il y avait aussi un colloque à la BNF, au département des estampes et photographies, et parce que c'est vrai qu'il y a eu un brainstorming, mais il y a aussi eu très rapidement un rapport entre toutes sortes de chercheurs et chercheuses et d'institutions, entre l'université, les collections patrimoniales, et puis plusieurs pays même, puisque c'était un colloque international très transatlantique et que le musée de Vevey se trouve en Suisse. Et le colloque a eu lieu quand ? Et le colloque a eu lieu il y a un peu plus d'un an, donc en octobre 2024. Donc tout ça s'est fait assez rapidement. Mais oui. À l'origine, il y avait une idée qui était l'idée de Daniel, donc de prendre ce fil technique qui, si on adopte une vision un peu large du flash, en incluant tous les dispositifs d'éclairage plus ou moins discontinus, mais voilà, qui cherchent à à éclairer une scène photographiée, on peut remonter à pratiquement au début de la pratique photographique. Oui, je crois que le début c'est 1860. Alors pour les éclairs au magnésium, mais effectivement quelque part, en tout cas le problème auquel ont répondu les différentes formes que la technologie du flash a pris, commence au moment où on fait des photographies et qu'on essaye de photographier ailleurs qu'en plein soleil à midi. Mais donc du coup c'était un sujet qui permettait d'articuler et de réunir des historiographies vraiment qui peuvent parfois ne pas beaucoup dialoguer entre des histoires qui peuvent être très techniques, des approches plus esthétiques, des approches plus sociales. C'est vrai qu'on pense le flash, l'intrusion, les enquêtes sociales, etc. Autour d'un dispositif qui est à la fois un problème de photographe et puis une chose de pratique de la prise d'image et puis ensuite un signe plus ou moins marqué dans les images. Donc du coup c'est vrai que c'est intéressant d'avoir eu un colloque où il y a plus ou moins d'images dans les diapositives des gens et puis ensuite une exposition où pour le coup tout est organisé autour des images. Mais donc c'était aussi effectivement une manière d'éclairer du coup, des choses assez diverses. Et peut-être pourquoi aussi maintenant en fait, donc on en a pas mal discuté avec Daniel, il y a un côté un peu cliché dans la culture visuelle du flash comme signe de la photographie, y compris de façon anachronique. Je crois que c'est toi qui soulignais qu'on voit des portraits de la reine Victoria avec des éclairs magnésiques,
alors qu'a priori non. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que c'est une manière de signer quoi, la photographie, enfin l'acte photographique. Et par ailleurs, y compris dans la génération d'images aujourd'hui, les effets du flash sont typiquement des filtres qui vont être apposés ou des éléments soit d'éclairage, du rouge, etc., qui vont être ajoutés pour faire photographique. Et donc ça ressemble à une sorte de survivance potentiellement un peu plus de culture populaire de ce que la photographie aurait été. Et en même temps, il y a bien sûr encore des dispositifs d'éclairage dans les téléphones et la technologie du flash dans les smartphones n'est pas non plus figée. Donc, voilà. Mais donc du coup, il y avait une sorte de bascule, un moment un peu rétrospectif à partir de la culture aussi très contemporaine. Et du coup, à ce propos, je voulais juste montrer un extrait, parce que du coup, au moment où le numéro est sorti... Ah oui, non, pardon, je dois pouvoir le faire comme ça. Au moment où le numéro est sorti le film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, et qui se clôt sur un passage, bon là, pas mal de clichés qui se réunissent, sur l'enchaînement des générations, la pacification d'un certain nombre d'éléments, et le personnage principal, donc joué par DiCaprio, qu'on a vu avec un téléphone, avec la 1G ou la 2G pendant tout le film, apprend à utiliser un smartphone, et c'est rendu très matériel par le fait qu'il doit apprendre à gérer le flash et à neutraliser en fait le flash de son téléphone. En plus, il fume, donc ça fait de la fumée, donc on a l'impression de remonter dans l'histoire du flash. Donc voilà, il est en train d'essayer désespérément de... Donc voilà, il y a un éclair, sa fille essaie de lui expliquer. Voilà, fumée. Et dans la suite de l'extrait, si j'arrive à passer à... Non, tant pis, bon, ça va finir par dérouler, mais donc c'est un moment de transmission générationnelle du militantisme, et vous allez voir qu'au moment où sa fille sort de la maison et que l'action radicale est relancée, le père va réussir à prendre un selfie avec un petit clignement de l'œil juste avant le moment de la prise de la photo. Et là, il n'y a pas de flash, c'est la lumière de l'écran qui éclaire son visage. Et voilà. Et donc du coup, le flash était hyper visible, devient neutralisé. Mais donc c'était assez frappant de voir de même que la photographie l'emporte sur la fonction de communication du téléphone. Ici, il y a une espèce de signe un peu... voilà. Et là, il va faire son petit clignement d'œil. Et voilà. Donc c'est juste un exemple, mais parmi beaucoup d'autres, de cette actualité un peu anachronique, intempestive du flash. D'accord. Mais alors, donc, cette genèse, pour faire tout ça, à la fois le colloque, la revue, l'exposition, c'est quelques personnes au départ. Parce que dans ce colloque, il y avait seulement, je ne veux pas être négative en disant ça, mais des universitaires, chercheurs, de la réflexion, etc., ou des auteurs avec vous pour parler de leur pratique. Alors, l'angle du colloque était vraiment une historiographie un peu renouvelée sur le flash. Ça aurait été passionnant, évidemment, de dialoguer avec des professionnels. Avec des auteurs, mais... Ça, on a plus eu l'occasion de le faire par la suite, autour de l'exposition, notamment à Vevey. D'accord. Parce que vous savez qu'il y a une école de photographie très importante là-bas. Mais oui, là, l'idée, c'était de reposer quelques bases pour écrire une histoire un petit peu... différente de la photo, et je pense que les articles, tu vas en parler, offrent vraiment une perspective assez variée sur ce qu'on peut raconter de ces objets-là. Oui. Alors justement, dans l'organisation pour découvrir le sujet, cette revue, la manière dont vous avez travaillé, est-ce que vous voulez évoquer les intitulés des différents travaux de cette dizaine de chercheurs. Puis ensuite, voilà. Oui, on va peut-être présenter les titres, peut-être avec nos images à chaque fois pour que ça soit un peu plus concret. Donc, en tout cas, alors vous allez voir, il y a un très fort ancrage 19e dans ce numéro, en tout cas plutôt au premier siècle de la photographie, avec simplement un point d'éclairage rétrospective assez complexe avec le travail du Ye-Chan Zhao, qui est plutôt sur la fin du XXe siècle. Mais donc ça, c'est un parti pris un parti pris quelque part intellectuel du numéro, alors que l'exposition, comme on y reviendra, pour le coup, va jusqu'à aujourd'hui. Mais donc en termes de choix
un peu frappant. J'ai mis une image que la chercheuse Sarah Dominici avait inclus dans sa présentation au colloque, mais c'est un article qui n'a aucune image, justement, sur le flash, et c'était un choix de sa part de ne pas chercher des images. Elle aurait pu trouver toutes sortes d'images de chambre noire ou de sources primaires à reproduire, mais qui s'intéresse au langage et à l'imaginaire du flash. Donc c'était tout un sujet de traduction, parce qu'évidemment, on ne peut pas traduire les verbes à préposition anglais, mais donc où elle ressaisit à partir des publications de photographes amateurs des années 1890, donc avec un champ de publication extrêmement actif avec le développement des caméra clubs des deux côtés de l'Atlantique, donc qui s'intéresse à l'expérience de ce qui se passe dans la chambre noire, donc quand l'image dans le processus de développement apparaît, et la nécessité de saisir, de fixer l'image au bon moment, donc quand elle est apparue, mais avant qu'elle ne soit surexposée. Et la façon dont ce processus d'émergence de l'image dans la nuit de la chambre noire était à cette époque-là perçu, pensé, et puis aussi raconté, y compris avec des blagues, des descriptifs qui sont assez chargés d'affect aussi, comme étant une même expérience optique, et d'expériences modernes, effectivement, d'images, oui, de suscitation ou d'émergence d'images. Donc du coup, ça c'est quelque chose que Sarah Dominici saisit vraiment dans du texte, mais ce qui nous a permis aussi de commencer on commence le numéro pas par les inventeurs finalement, mais par une autre forme d'inventivité qui est celle des mots, quoi, et par une pratique de photographe, mais qui ne sont pas les héros tels Nadar ou Londe, ou les essais de lumière électrique, ou après l'invention, vraiment la synchronisation pour le flash. Donc ça, c'était le premier numéro, ce qui, du coup, c'est un petit excursus, parce que cette question du flash comme concept, comme mot, comme formule, nous rappelle aussi que le flash, comme c'est une pratique de production d'images qui envoie de la lumière, qui produit, qui envoie, au lieu d'être simplement dans la réception des rayons lumineux, qui implique que l'appareil envoie, en tout cas le dispositif photographique éclaire la scène, trouble potentiellement un petit peu certaines ontologies ou certaines définitions esthétiques de la photographie. Et ça, c'était une lecture philosophique très ancienne de Daniel sur la définition de la vision par extramission, avec l'idée que l'œil éclairerait le monde, par contraste avec notre conception moderne de l'intramission, où c'est le monde qui éclaire l'œil, mais que le flash et ses erreurs évidemment nous rendent aussi attentifs à des choses un peu plus complexes et un peu plus accidentelles dans nos esthétiques photographiques. Ce qu'on voit d'ailleurs aussi dans la façon dont le flash se reflète dans les jumelles. Donc voilà, un autre cas où le flash va faire image, y compris très très loin dans l'image, avec donc la plus grande photographie au flash réalisée en 1888, donc qui est une des premières illustrations qu'on a inclus dans l'introduction. Ce qui est lié à une thématique importante du numéro qui court un petit peu dans un certain nombre d'articles, qui est la tension entre la survisibilité du flash, voire l'idée que le flash est presque une technologie d'opacité de l'image plus que de transparence, qui est explorée par Isabelle Lynch dans son article sur parmi les premiers essais de photographie dans des cavernes, donc avec des nuages de magnésium, donc dans les années 1860, avec le cas de la Mammoth Cave, donc une très très grande caverne aux États-Unis. Par contraste avec des images où où le succès du flash, c'est qu'il est indétectable, avec d'ailleurs une question ouverte sur y a-t-il vraiment un flash dans cette photographie de Johnson, ce qui n'est pas complètement clair, mais donc l'autrice de ce court texte, Un numéro, une image, Kate Flynn, qui est donc la seule personne qui a écrit un livre sur la culture visuelle du flash, était convaincue que c'était le cas, mais donc quelque chose qu'on retrouve dans une tension entre le flash intrusif, donc avec ce motif pareil qui fait partie un peu de la mythologie du flash, mais du pistolet photogénique qui sème la panique, voire qui
qui surcode un petit peu la mémoire du flash comme étant une agression, une explosion, etc. Et à côté de ça, des inventions, donc en particulier la lampe nadar qui est présentée par Flora Tribel dans la rubrique Source, qui cherche justement à apporter une plus grande maîtrise déjà du danger de la poudre, des explosions, et puis du résultat, du fait que idéalement le flash éclaire la scène, mais on ne voit pas que le flash, sachant que juste pour rappeler les explosions, ce qu'il s'agit de maîtriser, c'est potentiellement ça. Enfin, c'est des explosions de magnésium assez... Voilà, donc il y a ce fil-là qui du coup est aussi exploré de façon assez... dans une lecture vraiment des essais techniques très précises de Denis Bernard sur les expérimentations d'Albert Lond et des photographes qui l'entouraient autour de la synchronisation entre le flash et l'obturateur. Donc comment, d'une part, comme on le voit à gauche, essayer d'éviter les halos, mais enfin voilà, avec cette question de la lumière au flash bien maîtrisée qui finalement permet de faire de la lumière sans qu'on voit la lumière. Et à droite avec donc la double paire, la paire d'images qui correspond à l'image de la couverture. Donc comment arriver à gérer l'éclair du flash de façon à produire la bonne image au bon moment, donc typiquement pour les portraits avant que les yeux ne se ferment. Donc on voit qu'avant les yeux rouges, il y avait une première version du problème des yeux et du flash. Et donc Denis Bernard finalement nous montre que peut-être que ce qu'on appelle le flash s'invente autour de cette synchronisation de l'éclair, donc de savoir à quel moment est-ce que l'éclair magnésique est au plus fort, au plus lumineux, et le moment où l'obturateur de l'appareil est ouvert. Mais donc il y a une tension autour de la bonne technique du flash et en même temps du moment où il pourrait être trop visible ou faire obstacle à la transparence de l'image. Il y a une autre thématique qui court un peu dans le numéro puis qui était aussi un peu surdéterminée par le fait que c'était un colloque transatlantique, donc avec beaucoup de... donc un numéro transatlantique avec des contributions états-uniennes qui tendent à être plus attachées à des questions socio-économiques, culturelles, raciales, etc. Et parfois moins dans le détail de l'archive et de la technique que la recherche française et vice-versa. Mais donc du coup, ce numéro et le flash, qui est justement à la fois une question très technique et en même temps une question, un dispositif qui a été utilisé dans beaucoup de contextes où il y a un rapport de pouvoir ou en tout cas une forte asymétrie entre la personne qui prend la photographie et la personne qui est photographiée. Donc dans l'introduction, on a voulu suggérer cet écho entre d'un côté un public privilégié new-yorkais qui sort le soir, donc night out, et qui fait l'expérience du flash en l'observant avec les lunettes, et de l'autre côté, donc une image qui n'est pas dans l'exposition, mais qui fait partie des images les plus connues dans l'histoire du flash, sur Jacob Riis, qui fait des enquêtes sociales et qui fait irruption avec son pistolet photogénique dans des intérieurs surpeuplés, et qui produit des images de visage un petit peu ahuris, à la fois à cause du flash, mais aussi parce que c'est en pleine nuit et que ces gens sont réveillés. Donc aussi une image qui sert une mythologie qui est en fait un peu... qui ne parle pas que du flash, qui parle aussi d'autres dispositifs d'approche. Et c'est quelque chose qu'un certain nombre de chercheurs et chercheuses ont travaillé... pardon, je dois être plutôt placée. Voilà. Par exemple, typiquement, Colette Morel, qui travaille sur différents corpus d'images amateurs qu'elle a trouvé dans toutes sortes de collections d'ailleurs à Paris, qui correspondent à des pratiques d'excursionnistes en coulisses dans les théâtres parisiens. Donc elle reconstitue qui photographie, avec quel dispositif, etc. Et donc c'est un corpus assez exceptionnel. On voit donc des actrices qui qui se retrouvent à faire ou à devoir faire de leur loge une scène pour un spectacle après ou avant le spectacle, avec évidemment donc qui permet de bien thématiser une tension qui n'est pas de classe sociale mais de genre, donc un rapport de voyeurisme et d'intrusion et de pouvoir du photographe. Et en même temps, elle montre bien que ces images, elles sont surtout déterminées par qui a accès aux loges de théâtre, qui connaît les directeurs, qui a la liberté d'introduire des poudres explosives alors qu'en fait c'est interdit, et que pour bien comprendre ce que c'est que cet excursionnisme et cette pratique photographique, il faut prendre en compte tout un espace social du monde des théâtres parisiens à cette époque, au-delà de la simple strate chimique du flash lui-même. Alors il y a aussi une thématique caverne et mine, parce qu'évidemment monde à photographier et monde souterrain, et puis pratique photographique qui pose assez fortement la question des matériaux,
en commençant par le magnésium au début, mais avec donc un papier qui tourne autour d'une paire d'images produites par des amateurs, plus ou moins apothicaires, employés d'une ville minière en Californie, et qui ont produit un portrait. Donc les images n'ont pas l'air exceptionnelles au départ, mais c'est vraiment le dispositif qui est intéressant, puisqu'ils ont photographié d'une part la classe managériale en train de jouer en surface, et ensuite un portrait de mineurs au travail, portrait qui est en fait où la poudre éclair est actionnée, détonnée par un détonateur de mine, un exploseur à dynamo, alors qu'on ne voit pas très bien, mais il est dans l'espèce d'enchevêtrement d'instruments à droite, donc avec un cas, effectivement, qui semble un peu trop beau pour être vrai, mais d'alignement matériel entre la pratique minière et la pratique photographique, mais aussi une forme de connivence potentiellement, parce que les mineurs sont certes, il y a des photographes qui viennent de la classe managériale qui descendent, mais finalement c'est l'instrument qui permet la photographie, c'est pas seulement l'appareil photo comme instrument potentiellement privilégié dans ces années, mais aussi un outil bien connu et familier de leur travail. Donc une façon de faire jouer aussi un peu ces questions cette espèce de de questions un peu surdéterminées de la photographie comme structure de pouvoir, qui a beaucoup travaillé l'histoire de la théorie de la photographie ces dernières décennies, et qu'en fait on peut aussi resituer et recontextualiser de façon à la fois plus matérielle et aussi potentiellement un peu plus multidirectionnelle en regardant des scènes précises. Donc en continuant dans le numéro, l'autre cas d'espace intérieur, donc il y avait la coulisse, et l'autre espace intérieur habité qui est traité, ça n'est pas les intérieurs ouvriers des enquêtes sociales dans les villes, mais les fermes bretonnes photographiées au tout début du XXe siècle par un photographe amateur, Charles Génaud, qui a photographié aussi toutes sortes d'espaces aussi coloniaux divers, donc qui a un corpus qui couvre beaucoup d'endroits, mais qui s'est beaucoup intéressé au patrimoine breton en photographiant au flash à l'intérieur de vieilles fermes pleines de foin, donc on pose aussi des questions de sécurité assez importantes. Oui, non, comme dans les mines, on se dit, mais... Et Lorraine Pankin montre comment cette pratique d'éclairage est en fait, c'est comme si elle allait attaquer son sujet, cette lumière va attaquer son sujet de façon assez différenciée, c'est-à-dire que les sujets humains sont très figés et presque blêmes, alors surtout quand les images sont reproduites dans des livres, donc évidemment il y a encore une couche de traitement, une contrainte graphique supplémentaire, mais donc avec des figures qui apparaissent presque un peu fantomatiques, et non seulement l'accentuation des noirs, une manière encore de fabriquer l'obscurité dont le flash est bien coutumier, mais aussi une manière finalement de rendre les espaces et le patrimoine qui est en train d'être valorisé comme collection de mobilier, de vieilles traditions françaises, devient quelque part survisible. Et donc elle associe ces images à des photographies de ce même mobilier réinstallé dans des maisons bourgeoises bretonnes et photographiées à nouveau, alors avec des éclairages qui sont sans doute électriques, mais donc une manière de figer un moment arriéré à travers une technologie moderne et en même temps d'en extraire une sorte de vestige qui retient bien la lumière aussi. Et on arrive à la fin, donc le dernier article auquel on était assez attaché, parce que c'est un article qui nous permet de sortir un petit peu de cet espace transatlantique dans lequel on peut être un peu parfois maintenu par nos terrains de recherche, mais qui porte, et puis qui permet aussi de poser des questions d'ouvrir la chronologie, donc en arrivant à la fin du XXe siècle, mais en évitant les effets un peu de progression continue, téléologie, le flash vers toujours plus de maîtrise technique ou alors de discours d'auteur. Parce que ce que Ye-Chen Zhao propose, c'est de regarder donc un corpus de photographies produites par Liu Zheng pour un livre qui s'appelait The Chinese, donc de documentaire d'auteur, un projet personnel, en évitant justement ce que pourrait suggérer cette paire, qui serait de dire des photos de mineurs au flash qui nous font penser à d'autres photos de mines en noir et blanc au flash, par exemple le travail de Louis Rhine au début du XXe siècle. Et Ye-Chen Zhao propose de plutôt resituer ces portraits donc de Chinois de République populaire de Chine à la fin du XXe siècle dans une histoire d'une part infrastructurelle, qui est celle de l'arrivée de l'électricité, et qu'est-ce que c'est qu'éclairer en photographie des espaces
qui sont plus ou moins éclairés et avec différents types d'électricité, avec une électricité qui est produite par différents processus historiques, plus ou moins violents, plus ou moins chargés politiquement, etc. Et par ailleurs, d'inscrire aussi cette pratique de photographie au flash dans une culture visuelle spécifique, qui est donc celle de la République populaire de Chine, où avec des formes d'éclairage, avec donc un style visuel dont j'ai oublié le nom en mandarin, mais c'est la photographie rouge brillante et ça va revenir, c'est pas grave. Étincelante, rouge brillante. Donc le style rouge brillant étincelant, donc rouge bien sûr, mais qui correspondait à toute une esthétique du cinéma, pas du cinéma, mais de l'opéra des années 60-70, et à des formes de tirage photographique très saturées au plan pigmentaire. Et donc voilà, ce qui permet de voir que le flash peut être situé dans une histoire des infrastructures à la fois économiques et photographiques, qui invite à, finalement, qui permet aussi de rééclairer à la fois une histoire du XXe siècle chinois, mais aussi des formes de contextes plus larges dans lesquels le flash s'inscrit, à la fois en termes de préhistoire visuelle et puis en termes de contexte un petit peu au-delà de l'image. Et donc cet article se termine sur cette photographie d'une jeune fille ouïghour dans une usine, éclairée par des néons qu'on voit dans le coin de l'image. Et cette fumée, donc toujours qui nous rappelle la fumée des éclairs magnésiques du XIXe siècle, mais avec une question finalement, quelle est la source de la lumière dans cette image, au-delà du flash, comment est-ce qu'on peut être attentif à la façon dont l'électricité arrive au Xinjiang à la fin du XXe siècle dans un projet d'intégration industrielle qui va prendre un tournant vers d'autres formes d'intégration et de violence au XXIe siècle. Et je crois qu'on arrive à la fin du dossier. Parce que je suis passée par l'étude sur la source de Flora Tribel plus tôt, et le dossier se termine en fait sur un entretien sur l'exposition. Du coup, il fait un pont avec Vevey. Oui, c'est presque le catalogue de l'exposition. Oui, c'est un peu ça le concept. Un peu l'idée, j'imagine. Ouais. En fait, on a là un panorama descriptif de article après article et sujet après sujet. Donc, comme vous disiez, beaucoup outre-Atlantique et puis les recherches qui ont été faites ici. Cet apport-là sur l'histoire de l'électricité en Chine, ça vous permet, à vous, public, là, de comprendre, avant d'avoir dévoré la revue, de quoi elle est composée et de comprendre dans quoi on va circuler. Alors moi, j'ai essayé d'extraire, parce que je ne suis pas une spécialiste du flash, un peu ce qui ressortait comme question soulevée par cet ensemble. Et je me suis dit, il y a flash et visibilité, parce que c'est en principe à ça que ça sert, donner à voir quelque chose qu'on ne verrait pas si le flash n'était pas là. Sa dimension culturelle et sociale, et puis les histoires un peu alternatives, ce qu'on en fait chacun, les professionnels, les différents types de pratiques professionnelles, et puis les amateurs, et à différentes époques, voilà. Et donc, je pense que ce qui peut être important maintenant pour notre public, c'est d'entrer peut-être un peu dans le détail. Je ne sais pas si Éléonore a envie de prendre une des thématiques comme, par exemple, celle du flash comme dispositif visuel et social. Comment est-ce que c'est mis vraiment et développé? Comment ça se concrétise? Qu'est-ce que ça... Voilà. Un bel éclairage étincelant sur cette question qui n'est pas une question piège et qui peut être élargie à... Je pense que, alors là-dessus, moi je laisserais plutôt ceux qui se sont occupés du numéro pour le faire. Ce que je peux en dire quand même, qui me paraît important, c'est que à la revue, on essaye en effet d'ouvrir, ou de réalimenter, de relire des thématiques qui sont peu ou pas développées. Le flash, a priori, ça s'inscrit dans une histoire plutôt technique de la photographie. C'est ça. C'est sous cette forme-là que parfois, dans certaines histoires de la photographie, on va trouver la mention du flash,
comme une sorte de progrès dans la possibilité de faire des images. C'est toujours présenté comme ce moment à la fin du 19e siècle où justement, tu parlais de flash et visibilité, on va pouvoir entrer dans des intérieurs, faire des photographies de scènes de théâtre. Ça, c'était aussi un aspect qui était important au moment du colloque. Photographie de scènes de théâtre, de danse, de spectacle, du monde de la nuit. Photographie aussi dans des endroits qui n'avaient pas été photographiés jusque-là, donc les grottes, etc. Il y a toute une exploration permise par le flash. L'idée qui a été proposée donc, au comité de rédaction par Daniel à son arrivée au sein de la revue, c'était de revoir cette histoire, de voir quelles étaient les nouvelles recherches, comment on pouvait sortir peut-être d'une histoire qui était toujours assez répétitive du flash, comme un tournant dans une fabrique de l'image, des possibilités étendues, et de voir ce que les chercheurs font aujourd'hui autour d'une histoire peut-être plus longue du flash, qui pose plein de questions sur les images elles-mêmes, en fait. Comment est-ce qu'on peut le déceler ? Est-ce qu'il est forcément visible dans les images ? Qu'est-ce qui le rend visible exactement ? En termes de culture et d'impact social du flash, je dirais que c'était aussi très présent dans les débats qu'il y a eu au sein du colloque. Tout le temps, nos collègues, notamment américains, revenaient sur l'idée que le flash était une forme de violence faite au sujet photographié, puisqu'on l'éblouit et on l'aveugle. C'était le titre, d'ailleurs, Aveuglé pour voir. Et ça a été vraiment un objet de débat. Et donc, c'est devenu plus qu'un sujet technique, une question de ce que le flash nous fait, ou fait au sujet photographié. C'est ça, peut-être, le renversement et ce que propose ce numéro. L'ouvrage de Kate Flint, si je me trompe, vous me direz, mais il n'est pas traduit en français. Donc voilà, c'est un livre qui a été publié aux États-Unis. Et en français, il n'y avait pas énormément de choses sur cette question de l'histoire du flash. D'accord. C'est une des approches, et puis on a vu les enjeux variés au-delà de la technique, enjeux qui peuvent toucher l'esthétique, les questions sociales, de classe, de contexte, les questions culturelles, les questions politiques. Comment est-ce que vous pouvez nous permettre d'entrer de manière un peu synthétique dans cette dimension-là, de cette nouvelle approche de l'histoire et de la pratique du flash ? Je crois que ce que ça montre beaucoup, c'est que c'est un médium au sens où la photographie, au sens où ça c'est un mélange de techniques et d'horizons permanents. C'est quand même une des technologies qu'a inventé le 19e siècle, qui, dans son regard sur ce qui pouvait être son futur, est toujours 10, 20, 30 ans en avance. On a des inventeurs, des penseurs de ce que pourrait être la photographie qui projettent très tôt ce potentiel, par exemple la lumière artificielle ou l'instantanéité. Et je ne crois pas qu'il y ait tant de technologies dans l'histoire des techniques qui fassent pareil. La seule que j'ai en tête là actuellement serait peut-être l'intelligence artificielle qui aussi a ce discours d'anticipation à très long terme et qui nous saisit culturellement. Et le flash, il est au cœur de cette histoire-là parce que il est dans une sorte de paradoxe fondamental, puisqu'au début, il est complètement incontrôlable. Donc il essaie de s'insérer dans une construction de l'image qui, la photographie se vend comme extrêmement rationnelle. Enfin, au début, c'est vraiment un objet quasiment géométrique. Et arrive cette solution technique qui solutionne plein de problèmes, en fait, parce qu'il faut pouvoir prendre des portraits le 17 décembre 1861 dans cette lumière le plus longtemps possible, chez Nadar et les autres. Enfin, il y a quand même une dimension aussi de nécessité presque capitalistique, d'arriver à prendre des photos à pas mal de moments. Et on est toujours avec le flash dans cette histoire de tension dans la photo entre ce qui est complètement hors de contrôle et qui dans le matériel fait que une partie de la production esthétique et visuelle est incontrôlable en fait, à part pour les très grands artistes et professionnels qui eux vont arriver à se saisir de ça, et voilà le point extrême qui est le super contrôle, quoi, ou le refus parfois, parce que on a beaucoup de grands photographes qui ont littéralement refusé ce désordre là
de la lumière insérée dans une scène à ce moment-là. Ce qui fait que, peut-être on regardera les photos que j'ai mis, le déchet des photos qu'on n'a pas mis dans l'expo, il se passe plein de choses assez magiques autour de l'arrivée de la lumière artificielle un peu contrôlée fin 19e. Je peux peut-être vous montrer 2-3 exemples et on reviendra peut-être après. Voilà, on voulait vous montrer un peu les photos qu'on avait vues. Mais comme c'est très pyrotechnique, et que ça s'insère tout de suite dans des discours de révélation assez forts. Typiquement, une des photos les plus étonnantes qu'on n'a pas pu mettre dans l'expo, c'est cette photo d'un type qui était un peu obsédé par les pyramides et les secrets des pyramides. Et dès qu'il a vu l'apparition, les premiers films au magnésium qui n'étaient pas forcément faciles à contrôler, il a choisi, c'est Charles Piazzi Smith, de faire des photos. Alors on n'est pas sur du flash au sens où c'est vraiment une combustion qui dure quelques secondes. Voilà. Et on voit qu'il a dû utiliser aussi un système de torche pour éclairer ses guides. Donc on a une image un peu fantomatique comme ça, et vous voyez les cascades de magnésium. C'est une photo qui a vraiment eu un côté quasiment presque religieux, quoi, de voir l'intérieur des pyramides. Alors en plus on est sur de la plaque de verre, donc c'était des projections publiques à l'époque. On a ce mélange de pyrotechnie, de fantômes au cœur de ce tombeau royal. Un autre exemple aussi, c'est la révélation du monde naturel la nuit, qui n'est pas du tout évident pour les gens en fait à l'époque. Ce sont des mondes qui sont totalement invisibles. Alors vous connaissez certainement le travail du Chirac, mais c'est loin d'être le seul. Il y a une bascule vers un monde de la nuit qui tout d'un coup devient inscrit dans des images. Et la photographie pendant longtemps c'est quand même un médium du jour. Et voilà, des images absolument magnifiques. On a d'autres exemples de déclencheurs automatiques. Alors là ça pose tout le problème justement de qui contrôle, puisque là ce sont les animaux qui déclenchent en fait. C'est un système où le dispositif est déclenché par un fil, et donc le flash est déclenché et l'obturateur par les animaux eux-mêmes. Alors le plus marrant et le plus étonnant, ça on a un peu oublié, peut-être ça reviendra à la mode, sont les utilisations du magnésium pour créer des images un peu troublantes. Donc là vous avez Katie King qui se matérialise comme un esprit. C'était une jeune fille qui faisait des spectacles de médium et qui faisait des tournées, et à un moment donné on s'est dit mais est-ce qu'elle n'est pas c'est pas une bande d'escrocs. Et donc il y a ce docteur qui a décidé d'utiliser des séries de photos au magnésium pour prouver qu'elle était bien elle a été bien transformée dans l'esprit de Katie King. Elle s'appelait Florence Cook. Bon, ça s'est mal terminé en fait, parce qu'il y a un vrai scientifique qui a prouvé qu'elle allait se changer en coulisses à certains moments. Mais en l'occurrence, là, il y a un effet esthétique du flash qui trouble la photo, qui trouble son visage, quoi, qui le rend fantomatique. Et on voit comment la super rationalité de la technique là rejoint des croyances assez étranges de cette fin du 19e en l'occurrence. D'accord. Bon, on est là entré dans une dimension radicalement différente, effectivement, des pratiques. Et quelque chose qui revient assez régulièrement, je trouve, en explorant les articles, c'est quand même la violence faite au sujet. Parce que c'est quand même quelque chose de très intrusif, très, qui surprend, même quand les gens sont un peu préparés à ça. Et donc je ne sais pas comment le dire, cette dualité entre la nécessité de photographier au flash pour obtenir une image et la violence qu'elle génère, au fil des analyses, qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous en ressortez? La violence technique, elle est inévitable pendant toute une partie le moment où ça commence un petit peu à être vraiment contrôlé, c'est vraiment les années 20. D'ailleurs, là, on est un peu piégé par les mots, parce que le mot flash en français, si on était un peu souverainiste, il ne faudrait pas l'utiliser, parce que pendant longtemps, on utilise plutôt le mot éclair, oui. Éclair magnésique. Et on a un peu le même destin qu'avec d'autres marques, en fait, comme Frigidaire ou d'autres. C'est qu'on est coincé par la bonne communication des inventeurs des premiers flashbulbs. Et on voit, je suis allé chercher comment le mot flash se diffuse. C'est vraiment dans les années 20, quand le flash en bulle, en lampe, finit par fonctionner. Les premières marques, c'est Sacha Light, où là, la quantité de lumière est quand même relativement contrôlable. Avant, c'est quand même assez compliqué. Je peux vous lancer la petite vidéo d'une pub d'époque. Il y avait un petit risque à Noël de mettre le feu au sapin. Je ne sais pas si ça se déclenche automatiquement. Et d'ailleurs, c'est un aspect qui est intéressant, parce qu'en discutant avec certains des professionnels qu'on avait vus à Vevey,
certains rachètent des flashs au xénon parce que finalement le LED avec sa lumière très contrôlable par le spectre et la durée ne produit pas cet effet de surprise qui a parfois choqué énormément de photographes qui voulaient alors évidemment Cartier-Bresson c'est le plus évident parce que lui il déteste ça mais je sais pas si on voit très bien non alors oui, enfin, vous verrez, à un moment donné, ça va exploser. Il y a des jets de magnésium dans le feu de cheminée au coin du feu à Noël. Mais cette dimension-là, elle revient un petit peu aussi dans un monde où, là, pour le coup, on commence à être arrivé dans une technique où la quantité de lumière est beaucoup plus facile à contrôler, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps. Il y a un désir de recréer ce choc-là. Alors, violence... On avait, nous dans l'expo, on a choisi, je reviens un petit peu en arrière, de montrer ces usages plus artistiques du flash comme déclencheur d'une scène. Donc là, c'est le travail de Raymond Meyer qui arrive derrière des gens et qui déclenche un flash. Il arrive en moto et surprenant les gens dans des postures. Donc là, il utilise à fond cet effet qui débouche énormément en plus parce qu'il y a aussi ce côté-là. Mais c'est pas toujours évident. Au 19e, il y a aussi une envie d'un événement photographique un peu pyrotechnique pour certaines personnes, que nous on a repris dans des clichés de cinéma. On va le retrouver, nous on avait trouvé Retour vers le futur, où voilà, la vieille photo c'est une photo avec un truc qui explose, quoi. Mais c'est compliqué parce que par exemple, un des éléments qu'on a mis au rebut aussi, je vous le montre ici, parmi les plus belles utilisations du flash qu'on puisse trouver, on a vraiment le travail de Sidibé, par exemple, dans La nuit de Bamako. Donc là, le discours de violence coloniale ou autre, il ne marche pas du tout. On a des interprétations, c'est ça qui est fascinant avec ce type d'objet. Comme tu disais pour le théâtre tout à l'heure, ou la danse. C'est que cette dimension effectivement est extrêmement puissante. Ce qu'on voit bien, puisque là, un arche qui est des ombres pile à l'info, il faut sur l'angle de prise de vue est magnifique, parce qu'il fait ce travail de souligner par l'ombre le corps des danseurs. Mais c'est quelque chose qui est dans cet extrême entre le désordre total et la recherche d'ordre. Et je trouve que cette lumière intermittente, elle raconte ça de l'histoire de ce médium, et qui est passionnant tout à fait pour ça. Oui, alors c'est ça aussi l'idée, je pense, en abordant le flash, c'est de revisiter sous un autre angle l'histoire de la photographie et de ses pratiques. Il y a aussi cette dimension-là qui est très présente. Je ne sais pas si Paul-Louis, justement, sur cette dimension, au regard de l'histoire de la photographie, cette approche par ce numéro, en fouillant un petit peu plus que le flash apporte, voilà, a permis de découvrir, de mettre au jour des points un peu différents de ce qu'on savait déjà. Bah oui, plein. Enfin voilà, c'est un peu chaque numéro de la revue est un peu, comme le disait Éléonore tout à l'heure. Voilà, l'idée c'est un peu de revenir sur les histoires de la photographie et essayer d'en découvrir un peu les coins obscurs, quoi, justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour avoir essayé d'être photographe raté dans les années 1980-90, c'était aussi, voilà, c'est ce qu'on voit pas forcément parce que effectivement cette histoire ne va pas jusqu'à aujourd'hui ou assez peu, mais tu le montres et puis on le voit très bien dans l'exposition à Vevey, c'est cette mode du flash, quoi. Tu parlais de Luc Schocker tout à l'heure, on pourrait Karl de Keyser, enfin voilà, toutes les années 80 qui remettent le flash à la mode et le fill-in, c'est-à-dire le flash en plein jour, avec cet équilibre et comment on fait en sorte que les reporters, les photographes documentaires et les photographes d'agences d'auteurs remettent à la mode le flash, quoi. Jusqu'à Martine Parr, voilà, qui s'en sert, mais comme une sorte de contre-modèle de photographie amateur. C'est à un moment où, en fait, en principe, on n'en a pas besoin, parce qu'on est en plein jour. C'est ça. Voilà. Sauf qu'avec les appareils automatiques des années 80, il part tout le temps, en fait. Il y a ces appareils automatiques qui lancent, à un moment donné, il y avait des appareils, on ne pouvait pas déconnecter le flash. Il flashait tout le temps, en jour, en nuit, etc. etc. Et donc, Martine Parr, il joue là-dessus. Enfin, il récupère cette esthétique un peu de photographie
photographie à l'amateur, et quand il va à l'Acropole, etc., il en balance partout. Donc ça, il y en a un, il y a Zermatt, là, enfin, il y a le Cervin dans la revue par Martine Parr. Et donc, il y a ces balancements, après, voilà, Pardon devient la mode, et puis interdit le flash, presque, voilà, rattrapant une espèce de culture un peu Cartier-bressonienne, pas d'intervention de l'image, le filet noir, etc., et surtout pas de flash. Et voilà, il y a une espèce de contre-culture, et ma fille qui a 23 ans récupère des petits numériques, les Ixus qu'il y avait dans les années 80, parce qu'elle adore ce flash un peu crado, voilà, et qui écrase tout, voilà. Donc c'est assez marrant, parce que en fait ça signe une période des images. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on arrive par l'utilisation, la présence du flash à retrouver un peu des périodes de l'histoire de la photographie qui sont très marquées par ça, en fait. Et il y a peu d'éléments, comme tu le disais, qui marquent autant peut-être des modes ou aussi des sensibilités photographiques, c'est-à-dire comment la photographie peut enregistrer quelque chose. Maintenant, le flash est presque proscrit, puisque voilà, les appareils montent dans les ISO extrêmement facilement, et il n'y a presque plus besoin de flash ou de lumière continue, mais je sais pas, enfin Non, puis c'est un point d'entrée génial pour une expo ou pour vous. Enfin, c'est un fil conducteur qui montre des images qu'on n'aurait pas reliées forcément. Entre Sidibé, une photo au magnésium d'un esprit, c'est quand même... Et il y a des points communs énormes en réalité. C'est vraiment des liens très forts dans l'histoire de ce médium. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment une thématique passionnante. Oui, d'accord. Vous avez trouvé un fil conducteur qui permet en fait de circuler dans l'histoire de la photographie et de rendre compte de nouvelles approches et de lutter entre le côté quand même assez négatif. Il y a un côté très utilitaire, on va dire, dans le flash. Il y a un côté négatif parce que violent, voilà. Et puis un côté un peu esthétique. Parce que tout d'un coup, on peut produire des images un peu différentes, un peu voire amusantes, voilà. Donc, est-ce que on aurait à partir d'un des articles des chercheurs quelque chose qu'on pourrait approfondir? Enfin, moi, j'ai été assez intéressée par justement ce regard en Asie, en Chine, parce que on est peu coutumier en fait quand on étudie l'histoire en général, l'histoire de la photographie en particulier. C'est vrai qu'on est quand même un peu auto-centré. Et donc, comment se situent justement ces rapports qu'on vient d'évoquer entre utilité, pratique, visibilité, mise en lumière, et puis peut-être esthétique aussi, par rapport à cette histoire qui est racontée dans l'article dont vous nous avez dit un mot tout à l'heure. Circulation, voilà. Je pense que c'est un des articles qui traite le plus de l'esthétique du flash, enfin cette question de qu'est-ce que ça signifie de l'employer dans l'image. C'est vrai qu'un numéro de revue, c'est toujours aussi un choix, parce que là, il y a, 8 articles peut-être, mais au colloque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de choses aussi. Donc c'est une sélection qui oriente quand même beaucoup cette histoire, en tout cas dans ce numéro, sur l'histoire au XIXe siècle de l'arrivée du flash, en essayant de lui donner quand même une profondeur dans ses usages, quoi. Vraiment dans la manière dont on peut les utiliser. Donc je pense que c'est vraiment des principaux apports de ce numéro. Et ensuite, c'est vrai qu'on a absolument voulu que l'article de Yechen Zhao soit là, parce qu'il ouvrait, comme tu l'as très bien remarqué, une perspective qu'on n'avait pas dans ce numéro. Et il y a toujours un équilibre qui est assez difficile à trouver aussi en fonction des thématiques de recherche et puis des réponses des chercheurs,
entre le 19e, le 20e, le contemporain. Là, ce qui fait aussi le pont, c'est l'entretien, puisque l'entretien essaye aussi de revenir sur l'histoire que raconte l'exposition et qui n'est pas non plus celle tout à fait que raconte le numéro, qui n'est pas constitué de la même façon. Donc voilà, c'est d'avoir des éclairages successifs sur cette technologie du flash, peut-être de regarder dans un numéro une image qui est toujours une rubrique, qui est une sorte de seuil, de porte d'entrée dans le numéro. Comment est-ce qu'on peut analyser sur une image singulière l'utilisation du flash? Alors, on disait il y a un débat, parce qu'en fait, en la regardant, cette image dans le détail, Kate Flint, elle pense qu'il y a un flash. Toi, tu dis c'est pas sûr, tes étudiants disent c'est pas sûr. Donc c'est toujours aussi un lieu de débat, mais moi ça, je trouve ça, c'est un des points aussi pour moi les plus intéressants. C'est comment, si on n'a pas les textes, si on n'a pas les archives, si on n'a pas d'attestation écrite que le flash a été utilisé, comment on le voit dans l'image. Donc c'est aussi un décryptage des images. Le numéro s'ouvre là-dessus, et je pense que c'est ça aussi que ça ouvre. C'est une histoire visuelle. Pas seulement des outils, du matériel utilisé pour le flash, mais aussi de ce que ça produit à l'intérieur des images, dans les images. Et je trouve que dans l'article, par exemple, de Colette Morel, c'est très présent aussi, puisqu'il y a toute cette question du reflet dans le miroir, de tout ce qu'on voit. Et chez Denis Bernard, c'est sur l'expérimentation de la lumière, donc il y a un côté aussi très abstrait. Et je pense que oui, ça rassemble des images, comme le disait Daniel, d'époques aussi quand même différentes, qui viennent pas du tout du même univers et de lieux très différents, et qui permettent quand même, à travers cette interrogation sur le flash, de revenir sur quelque chose qui est très hétéroclite en fait, en termes de production et en termes de type d'image. Oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment évoqué jusqu'à présent, à part son nom, c'est le travail qu'a fait Ouija, qui est quand même très très caractérisé par le flash. Donc ce travail sur les faits divers assez crus. Donc la nuit, il était toujours sur place le premier, ce qui piratait les radios de la police. Et donc il n'est pas le seul. Par extension, on pourrait parler aussi des paparazzis, qui, pour rattraper les images dans n'importe quelles conditions les plus difficiles, utilisent le flash pour être sûr qu'on voit bien le sujet photographié. Donc ça, est-ce que c'est un point justement un peu développé oui. En fait, c'est... Ouija, c'est incontournable, et puis c'est des images qui sont très frappantes par la façon dont elles articulent justement la violence de l'image, oui. et en même temps c'est des images de scènes de crime. Donc, Et puis un rapport entre l'instantanéité, l'accélération de la couverture, la presse tabloïde, le fait que Ouija dormait dans sa voiture avec la radio, etc. Enfin, bon. Et du coup, il a une place assez importante d'ailleurs dans l'exposition. Il y a un mur Ouija. Et en même temps, l'enjeu, c'était précisément dans le numéro d'arriver à sortir un petit peu d'un récit qui est très, pour le XXe siècle, qui est très américain, qui est très lié à Jacob Riis pour l'enquête sociale, et c'est, en tout cas pour les usages qu'on pourrait dire documentaires ou de presse, oui. Alors que du coup, justement, dans l'exposition, on montre des images, alors je ne sais pas si c'est juste avant, du coup, les images dans la rue. Tu les as mises où ? Alors voilà, donc des images de presse sur Paris la nuit et toutes sortes de gens, on ne sait pas s'ils dorment pour de vrai ou pas, mais des images des gens qu'on n'a pas trop vus avant, de chiffonniers des Halles, et puis des images de la nuit du 17 octobre, donc de la répression de la manifestation d'octobre 61, qui permettent alors on pourrait dire de recentrer un petit peu vers la France, mais de déplacer le regard par rapport à une lecture qui pourrait être très canonique, parce que justement, en fait, ce qu'on a vu avec le colloque, donc il y avait plus de 20 communications, c'est qu'il y avait beaucoup plus que les quelques figures évidentes auxquelles on pense, alors les inventeurs, et puis après, voilà, jusqu'à Martine Parr, un peu des grands noms, et qu'il y a toutes sortes de territoires, et il y a d'autres nuits, il y a d'autres violences, et il y a d'autres événements à
qui peuvent être allumés quelque part si on suit le flash dans les collections. Et après, c'est vrai aussi que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la chance d'avoir accès à la connaissance que la SFP a de son propre fonds et à la connaissance que le département des estampes et que Flora Tribal, qui est responsable de la photographie 19e en particulier, a de ses collections 19e, 20e, et de pouvoir savoir qu'il y a des images au flash quelque part, même si c'est pas un nom qu'on connaît déjà, et s'il n'y a pas écrit flash dans les métadonnées. Mais c'était une expérience assez incroyable, je crois. Ouais, ça. Mais le flash n'est pas dans les métadonnées. Oui, ça. Typiquement. Voilà, c'est intéressant, c'est un peu un angle mort de la mise en forme de notre patrimoine. D'accord. On a vraiment eu besoin de l'expertise de Vincent à la SFP, nous on avait des idées évidemment, mais c'est pas une information qui va régner, alors qu'elle est fondamentale pour toute une partie des images. Bien Donc sûr. l'idée c'est de sortir un peu de ça. Alors les colloques universitaires, on fait un appel. On a eu, je sais plus combien, 100 propositions, 70, 80 propositions passionnantes. Donc on a dû faire un choix. On a essayé de s'éloigner justement de ce récit un peu là. Et vous évoquiez justement cette diversité d'adaptation et un des papiers qu'on n'a pas publié mais qui était passionnant, c'était les mots qui sont utilisés pour décrire la lumière intermittente dans les imaginaires. Quand la photo arrive, il faut la nommer. Alors pour nous les Français, ça a été héliographie au début. Pour les Britanniques, ils ont eu aussi leur vocabulaire, mais quand elle arrive dans différents territoires, elle va être nommée par les gens. Alors des fois c'est une simple traduction, et puis des fois ce sont des mots qui sont pris dans un imaginaire, un vocabulaire qui est préexistant. Et au Sénégal justement, il y avait un très beau travail d'une collègue sur le fait que le mot qui a été utilisé, c'est un mot qui désigne un certain nombre de rituels préexistants, lié au mariage, notamment. Alors, je ne me souviens plus de la prononciation. Roymet, ouais. Et il y a toute une piste là qui serait à ouvrir encore sur justement les mots qu'on met sur ces événements-là, sur la technique photographique, mais dans sa manifestation au moment où ça explose et où ça arrive, et pour qu'ils prennent tout d'un coup toute une autre dimension. Voilà, ce qu'on voit dans les photos de Sidibé, c'est pas que de la lumière. Il y a d'autres choses qui se passent pour les gens qui les regardent et qui sont dans le cadre à ce moment-là. Et c'est une belle entrée aussi de réfléchir à ça. D'accord. Alors, par rapport à l'appropriation qu'on peut se faire de ces analyses mises en lumière dans la revue, vous diriez que cet apport et cette compréhension qu'on en a aujourd'hui, est-ce qu'elle peut apporter une compréhension de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle en photographie, ou est-ce que la question est trop bateau et que... Non, pour le moment... Comme les gros datasets d'IA ont été entraînés sur de l'image Flickr des années 90-2000 et puis sur de la photo patrimoniale qui est très marquée par ce type d'esthétique. Quand vous faites un prompt, je veux une photo des années 30 à New York, ça va vous sortir des reflets. Enfin, il y a ce glow qui est très connu, mais ça va immédiatement... En fait, bizarrement, le flash n'est pas dans les métadonnées, mais il est beaucoup dans l'entraînement des modèles. Donc c'est assez frappant. Vous pouvez essayer à vous amuser à faire demander une photo-reportage années 50. Ça va très facilement vous sortir ce type d'esthétique là parce que ça a été entraîné sur un gros volume de photos produites comme ça. D'accord. Non, la question que ça ouvre de ce point de vue-là, c'est plutôt, je pense, pour les créateurs et les professionnels, une forme alors, de nostalgie, je ne sais pas, mais tu l'évoquais. Il y a un effacement de l'événement photographique parce qu'on peut créer des photos, maintenant. Elles sont difficiles à rater. Nos smartphones produisent avec des algorithmes en fait des composites de photos. Les systèmes sont pas. On n'est plus dans une saisie, une capture des photons sur un moment très précis. Et on va peut-être l'espérer. On va peut-être un petit retour à quelques explosions magnésiques de temps en temps. Ce serait peut-être pas mal. Il y a des praticiens qui reviennent. Alors plus sur les gros flashs au xénon qui débouchent à mort. Mais ne pas oublier, le flash, il dit quelque chose de la puissance de l'événement photographique aussi, de son caractère imprévisible, de ce que ça a pu faire. Ça a pu faire apparaître des esprits, ça a pu faire... voilà, il y a des photos assez marrantes comme ça, qu'on n'a pas mises dans l'expo, des sortes de portraits sous-marins, là, comme ça... Le premier type qui s'est amusé à prendre des photos... je l'ai pas mis, je suis désolé. C'est un type qui à Banyuls s'amusait à se prendre en photo avec du flash magnétique sous l'eau. Et ce côté un peu
un peu délirant, quoi, des débuts de la photographie. Peut-être qu'il y a quelque chose à retrouver. Et justement, comme il y a un retour quand même aux pratiques un peu primitives aujourd'hui, hein, mais, non seulement le retour à la pratique de la chambre, mais dans les différentes chimies, dans les différents tirages, façons de tirer, etc. Est-ce que vous diriez qu'il y a une réappropriation du flash aujourd'hui par les contemporains pour produire des images un peu différentes, justement peut-être avec une distinction par rapport à l'uniformisation liée à l'intelligence artificielle ou au smartphone? De toute façon, ça restera une ligne de partage. C'est un choix fondamental de se dire, est-ce qu'on va balancer des quantités de photons, de lumière dans l'image ou pas? Est-ce qu'on va accepter à un moment donné une forme de perte de contrôle ou pas? Je sais, c'est jamais une affaire résolue, mais c'est un positionnement fondamental, je pense, en tout cas, depuis le début. Oui. C'est un vrai débat de fond sur ce qu'est la photo, parce que c'est inscrit dans l'histoire de la photo. La photo, c'est une invention qui est liée à une certaine vision de ce que fait l'œil, et la lumière projetée, elle fait quelque chose d'autre. La caméra Oscura, au début, c'est un système qui permet de capturer de façon assez géométrique la lumière qui est en face d'un objectif sur une surface de dimension. Et là, ce type de choses, ça met du désordre dans cette idée-là fondamentale. Il y a un côté un peu, alors j'aime pas le mot primitif, mais il y a un côté un peu barbare peut-être là-dedans, de vieilles théories d'optique. C'est ce que disait Eliane au début. Les êtres humains ont longtemps pensé qu'on regardait pas le monde en recevant de la lumière dans les yeux, mais que nous projetions des formes de rayons par les yeux qui venaient se refléter. Une grande partie des cultures pensant la vision ont pensé la vision comme ça. C'est nous les êtres humains qui envoyons quelque chose, on ne reçoit pas. Et quelque part, il y a une sorte de déstabilisation de ce modèle-là qui est à l'origine de l'invention par le magnésium et puis par même les flashs assez tardivement. Parce qu'en général, ils envoyaient quand même trop de photos. Même les flashbulbs allaient avoir des intensités lumineuses assez variables. Et d'ailleurs, ça fait des beaux objets parce qu'ils ne sont jamais similaires. Quand ils ont brûlé, on entend le bruit là un petit peu. Il y a une sorte de cristallisation comme ça qui crée une multiplicité de possibles à chaque fois. D'accord. Et dans les écoles de photographie, est-ce que vous avez déjà des retours? Elle n'est pas sortie il y a si longtemps que ça, la revue, mais est-ce que vous avez déjà des retours de lecteurs, notamment dans les écoles? Est-ce que ça a accroché particulièrement les plus jeunes, ceux qui cherchent peut-être à se différencier des pratiques ordinaires ou des pratiques en usage et tout? Est-ce qu'il y a déjà quelques retours? Non, ça c'est trop rapide. C'est un peu, le numéro est sorti il y a 1 mois et quelques. Ouais, donc c'est un peu tôt. Donc on ne sait pas quel effet, on ne sait jamais quel effet ça aura. Je sais que l'exposition, ça marche très bien et les gens sont contents de découvrir l'histoire aussi du flash raconté comme ça et sous une forme visuelle. Ce numéro, je pense qu'il attire l'œil parce que c'est pas si souvent que ça qu'il y a une proposition comme ça autour d'un élément particulier de la photographie qui peut la changer, qui peut la transformer. Dans les écoles, je sais pas, je sais que le flash, il est utilisé par certains pour faire des photos. Mais après, est-ce qu'il y a une vraie communication entre ce que des étudiants en photo font et ce que les historiens de la photographie produisent? Oui. Non, mais ce que je veux dire... C'est une question. Mais c'est vrai. On aimerait beaucoup. Oui. Non, mais je suis d'accord. Mais on sait bien que dans les pratiques, et en photographie comme dans tout le reste, il y a des modes. Mais je pense qu'il y a un regard sur ce qui se faisait aussi avant qui intéresse aujourd'hui. Et pas que les jeunes photographes, mais aussi plein de photographes. Et je vous regardais l'autre jour ce qu'il y avait sur eBay. En fait, on vend encore pas mal de petits éléments, des petits pistolets, des petites choses qui servaient à faire du flash. Et bon, je pense qu'il y a quand même encore un marché pour ça, une forme d'attirance aussi, qui n'est pas que de l'ordre de la collection, qui peut aussi être pour des usages.
et pour s'en servir vraiment. Oui. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ce sujet qui est quand même bien particulier, et s'il y a des questions qui émaneraient des uns et des autres dans la salle pour avoir un complément d'éclairage, sans mauvais jeu de mots. Ne nous éblouissez pas, ou au contraire éblouissez-nous par vos questions et vos demandes complémentaires, parce que on est quand même là sur une ligne, je trouve, même très ténue, quoi. C'est une approche très particulière de l'histoire de la photographie. Et donc, dans vos pratiques, dans vos questionnements, il y a quand même des photographes dans la salle. Oui, je vois une main qui se lève là de François Tisser. Tu as évoqué tout à l'heure le travail de Luc Schocker. Oui. Je le trouve particulièrement intéressant dans le sens où son usage du flash est un usage en plus. Il me fait penser au poète Jean Tardieu qui disait « Étant donné un mur, que se passe-t-il derrière ?» Et il a une pratique développée pendant de longues années qui l'a conduit à dire, étant donné une lumière ambiante, naturelle ou pas, j'ajoute la mienne et grâce à ça, j'extrais quelque chose d'autre qu'on n'aurait pas eu. Oui, c'est ça. Sans cette intervention. Ça peut être stylistique, bien sûr. Bien sûr. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une pratique assez surprenante, mais finalement, d'autres photographes, bien sûr, l'ont. Mais celle-là, il l'a systématisée de façon extrême. Alors, c'est un usage du flash qui est assez étonnant, finalement. Oui, ça, en fait, il y a ce moment où la photographie d'auteur rejoint et décale les usages de la photographie de mode, par exemple, quand même, largement, avec l'arrivée de la couleur, sa démocratisation, et puis, on voit chez tous les photographes d'actuel, etc., enfin, ils utilisent beaucoup ce vocabulaire-là, mais pas seulement en France, aussi à l'étranger, on voit en Espagne, enfin, voilà. Donc oui, il y a cette visibilité du flash qui est très présente. Là, je parlais de Karl de Keyser tout à l'heure, qui était chez Magnum aussi, qui a beaucoup utilisé ça. Et puis, comment il s'appelle, l'autre fou là, qui est parti en Inde là, avec ses appareils. C'est Martin Parr qui me vient en tête, mais c'est pas ça. Bref, oui, il y a cette... c'est assumé ou pas, en fait, c'est ça qui est... Et puis après, il y a ces effets un peu de mode, et puis après, c'est passé à autre chose. Et je sais que, connaissant un peu des jeunes photographes, en fait, je crois que ça marque quelque chose aussi d'une complexité de la maîtrise, parce que alors pour faire du Luc Schocker, c'est-à-dire pour faire du fill-in, c'est-à-dire de la lumière artificielle en plein jour, il faut maîtriser. Et alors ça, enfin, je pense que ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ça marque à l'inverse un contrôle technique assez poussé. Et alors l'avantage, c'est qu'ils peuvent voir tout de suite avec le numérique, mais c'est pareil, avec un 5D, etc. et puis un petit Godox. Mais il y a cette expérience-là et de vouloir maîtriser l'élément de plus qui va distinguer. Et je pense qu'avec ce petit retour des années 80 en ce moment, je pense que ça peut fonctionner, puisque la photographe à laquelle je pense, en plus, cherche des 28 mm ou plutôt des 17 mm. Elle ouvre son angle d'avoir comme Luc Schocker, qui avait des très grands angles et puis qui mettait de la lumière artificielle dessus. Donc ça revient, et effectivement c'est un marqueur un peu esthétique très fort quand même, quoi. Oui. Merci pour cette question. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin d'un éclairage, d'approfondir un peu? Je me répète, pardon, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un numéro flashy. Donc voilà. Une anecdote. Dominique Charbonnier, oui. Oui, bonsoir. Une anecdote qui m'est arrivée. Je faisais ce que j'appelle moi du bound flash. Du bound flash. Vous connaissez? Défini. C'était pour photographier dans le noir un bâtiment.
donc par des éclairages successifs. Donc il faut avoir un appareil sur pied. Oui. Et donc j'avançais pour cadrer, mon appareil était sur pied, et à un moment donné, j'ai reçu une décharge parce qu'il y avait un fil électrique qui balisait le terrain que évidemment je n'avais pas vu. Voilà, c'est une petite anecdote. Tu as rajouté de l'éclair à l'éclair. Oui, mais ça c'est génial parce qu'en fait c'est un retour sur la photographie du 19e où les poses au daguerréotype étaient tellement longues que les opérateurs pouvaient aller changer des choses dans le cadrage sans qu'on puisse les voir, quoi. En fait, ils pouvaient circuler, ils pouvaient même regarder à l'intérieur de leur appareil, ça n'influait en rien. Et Bayard a fait ça aussi. Voilà. Attendez le micro, s'il vous plaît, parce que pour l'enregistrement, c'est important. Merci. Pour prolonger la réflexion que vous venez de faire, effectivement, cette anecdote, c'est effectivement quelque chose qui va se rapprocher du light painting, c'est-à-dire du fait de pouvoir éclairer de manière multiple, avec différentes temporalités d'intervention, en déplaçant une lumière continue, et effectivement, on peut faire du multi-flash pour éclairer un sujet. Je voulais juste, mais parce que c'est un peu drop, enfin, c'est des noms comme ça, mais rendre hommage, vous avez rendu hommage à Luc Choquer, je crois qu'il faut rendre hommage à Alain Bizos, qui est bien évidemment, notamment aussi dans l'usage des grands angles et du flash. Et puis peut-être ça aurait été intéressant d'essayer de définir ce qu'est l'open flash, et notamment dans le cas d'Annie Leibovitz, c'est-à-dire que vous arriviez à mettre en avant une esthétique qui a été finalement inspirée par la nuit américaine, c'est-à-dire le fait d'utiliser, de travailler en plein jour cette fois-ci et non pas de nuit, et d'arriver à un mélange subtil où la lumière sur le sujet qui est donnée par le flash va effectivement être prépondérante parce qu'on va sous-exposer le reste de la scène. C'est une esthétique qui a été beaucoup pratiquée, mais qui, je pense, effectivement est un effet que le flash a réussi. Oui, enfin, qui était en plus couplé à des éclairages de studio en extérieur, quoi, qui n'était pas juste le flash, le Cobra, mais voilà, enfin, qui venait avec... Rineke Dijkstra a fait ça aussi sur les plages avec les ados, etc., quoi. Oui. Non, ça me faisait penser à cette série-là, je ne sais pas si vous la connaissez, de Nick Corsia, où là, il y a vraiment un dispositif extrêmement complexe de déclenchement du flash pour avoir ce côté caravagesque. Les gens sont à Times Square, surpris par le flash. Donc là, on est vraiment sur une prise de vue à distance et un déclenchement à distance. Et là, on est sur de l'image volée aussi. Donc les gens sont avant la réaction surprise causée par le flash, avec des images quasiment volées. Le monsieur le rabbin a porté plainte contre le photographe, justement, à cause de la violence visuelle et de la capture de sa photo, mais avec un effet qui est très frappant, là, hein, de débouchage très fort, et un arrière-plan. On est en plein jour, là. Donc en fait un arrière-plan qui est quasiment noirci pour créer cet effet portrait très caravagesque littéralement là. Donc là c'est une maîtrise extrême. Pour le coup le dispositif était très complexe et c'est une sorte d'aboutissement un petit peu de cette branche là de surcontrôle de l'image de la lumière projetée. À l'inverse, enfin, si je peux répondre, enfin, il y a un documentaire maintenant qui est disponible sur YouTube qui a été fait par un réalisateur allemand dans les années 80 qui est allé filmer les photographes américains. Donc il y a Robert Frank, il y a les nouveaux documentaristes, etc. Il y a toute une partie sur Mark Cohen. Donc qui est un malade tordu, quoi, complètement, et c'est intéressant parce que aussi c'est la tolérance dans l'espace public, et donc il a un Leica qui est couplé à un tout petit flash qu'il tient dans la main, donc l'appareil est pré-réglé sur la distance et donc il marche dans la rue assez rapidement et il colle les gens comme ça, il leur colle le flash dans la tête et il part. Et donc c'est un peu le même système que tout à l'heure, mais ça va avec la démarche de Cohen. Et en fait, c'est tellement compulsif comme
Comme pratique. Comme Friedlander ou les autres, quoi. Enfin, surtout Gary Vinogrand, il fait des photos même sans regarder à une rapidité folle et puis il part en courant, quoi, presque, pour pas que les gens, les gens n'ont pas le temps de réagir, en fait. C'est ça qu'on peut dire aussi, c'est que dans cette pratique qui se veut documentaire, ça pose aussi la question du consentement quand même, parce que là, il y a beaucoup d'images volées et qui sont des images un peu violemment volées quand même. Il y en a pas mal qui seraient plus possibles aujourd'hui. Oui, je pense. Ce serait quand même compliqué à réaliser. Quand on voit ce documentaire-là dont tu parles, c'est inimaginable aujourd'hui. Je pense que... Si, on pourrait peut-être encore le faire, mais il faudrait vraiment courir très très vite. Parce que les gens, là, on voit dans ce film, s'y attendent vraiment pas, en fait. Et donc ça passe finalement. Et ils passent leur chemin. Ils sont surpris, puis ils continuent leur vie. C'est troublant. Non, on a changé complètement de sensibilité, de réaction par rapport à l'image prise au dépourvu dans la rue. C'est un peu tout le paradoxe de l'époque qui cherche à tout montrer, en fait, où tout doit être dit, vu, etc. Et où le degré de tolérance est à l'inverse très faible, de plus en plus faible, avec des réactions qui vont jusqu'au procès, etc. Donc on est dans cette ambivalence très politique qui est interprétée là par une pratique photographique. C'est aussi pour ça que certains des chercheurs rappellent aussi énormément ce contexte de violence et cette idée d'une violence, parce que c'est pas que c'est un anachronisme, mais c'est quand même un peu une forme de pensée d'aujourd'hui qui est déplacée quelque part sur ce qui se passe au 19e siècle. Et bon, voilà. Je pense qu'il y a quand même c'est ça aussi ce numéro est de son époque en ce sens. Oui, c'est ça. Et pour cette interrogation sur la violence qu'on n'aurait pas forcément trouvée il y a 30 ans ou il y a 40 ans dans une histoire du flash. On a une autre intervention ici. Ça pourrait être le mot de la fin. Mais il y a une question. Oui, allez-y, bien sûr. Et puis, alors d'abord ici, et puis j'arrive au premier rang. Oui. Merci pour votre présentation. C'était juste pour prolonger la discussion sur la question de la violence que vous avez mentionnée assez tôt dans la présentation et de sa relation au flash. Donc pas juste une relation de surprise, mais aussi une relation à la violence. Et moi, je me demandais si c'était pas tant l'usage du flash que le fait même de faire certaines images, que c'était pas dans cette relation-là que pouvait être située la violence. Bien sûr. Et que en fait, le flash est un accessoire en plus, mais c'est pas nécessairement là où se loge la problématique de la violence, mais plutôt dans la relation entre le photographe et le sujet. Parce qu'on a très bien vu avec les photos de Malik Sidibé qu'il n'y a pas de violence ici. Et donc en fait, mettre de la violence sur le flash, ça me semble pas être une manière vraiment de le définir, parce que j'ai l'impression que c'est plus sur la relation au modèle, mais c'est peut-être moi qui avais... Ça dépend ce qu'on en fait. Absolument, et c'est pour ça que ces travaux, ces articles longs, etc., qui reconstituent les dispositifs de prise de vue, et typiquement les photos d'actrices dans leur loge, qui sont des photos très troublantes quand même. En fait, la question du voyeurisme, elle n'est pas dans le flash. Elle est dans... il y a des hommes qui ont accès, en fait, qui ne travaillent pas dans le théâtre, qui ne sont pas journalistes, qui n'ont aucune raison d'être là, mais qui, parce qu'ils sont dans la même société d'exclusion photographique que telle personne qui travaille dans le théâtre, qui, du coup, parce qu'ils ont l'appareil et parce qu'ils connaissent, ils ont une raison d'être là parce qu'ils ont l'appareil, mais c'est tout un... Oui. En fait, pour pouvoir déclencher son flash, il faut déjà être là, dans une situation d'interaction qui est plus ou moins préparée, plus ou moins déterminée, plus ou moins forcée, effectivement. Ouais. Et le flash, c'est le petit flourish à la fin, quoi. Non, mais... Alors, en l'occurrence, il faudrait que Colette Morel soit là pour en parler, mais non. Mais non. Ouais, non, elles sont... Ouais. Pas les comédiennes. Non, pas les comédiennes. Oui, on me fait signe que l'heure tourne. Une dernière question, là, peut-être devant. C'était vraiment une remarque très courte au regard de la violence. Je voulais faire référence donc à l'artiste contemporain qui est Bruce Gilden, qui vient très violemment sauter sur ces sujets dans la rue. Et à ce propos,
probablement une relation très différente à, disons, cette agression selon les cultures, puisque au final, aux États-Unis, il s'en sort pas trop mal. Il n'a pas beaucoup de problèmes judiciaires. Il a été à Paris tenter de prendre des photos, et là, il a fallu qu'il s'organise avec 3 gardes du corps. Ah oui, en effet. En effet. Merci pour cette intervention. Mais il va nous rester à remercier nos invités. Bravo pour ce travail. Bravo aussi aux autres chercheurs. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Très heureux d'être ici. On les applaudit très fort.